Kauta Archer, vous êtes romancière, sociologue et vous avez publié d'abord aux éditions Actes Sud L'ampleur du saccage en 2011. À l'origine, Notre Père obscur en 2014 et chez Pauvert en 2016. Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne. Donc aujourd'hui, en 2021, vous publiez Comme nous existons. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce cheminement entre ces différents ouvrages ? Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup aux personnes qui m'ont invitée et qui nous accueillent aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'échanger avec le public à Marseille, où parfois on m'invite et je suis très contente à chaque fois qu'on me réinvite à venir ici. La question de la trajectoire, c'est une question complexe puisque j'aurais spontanément envie d'y remettre de la cohérence, d'y remettre de la logique, d'y remettre une forme de sens évident, alors que les choses ne se sont pas déroulées forcément ainsi au moment où elles étaient vécues. Je dirais simplement que le point de départ, qui à mon sens est sûrement un point de départ partagé par de nombreuses personnes, c'est le sentiment peut-être de la privation, le sentiment d'être privé. Privé peut-être, comme je dis souvent, aux deux sens du terme, c'est-à-dire d'être une femme privée, d'être dans un espace qui relève de l'espace domestique ou de l'espace uniquement familial, et il y avait quelque chose qui me paraissait complexe à cet endroit-là, puisque la question de la circulation dans l'espace pouvait apparaître comme étant limitée ou du moins non immédiatement permise. Mais il y avait aussi la notion de sentiment d'être privé et aspiration à devenir public, au sens aspiration à faire des choses qui revêtent un caractère je dirais aujourd'hui collectif, mais quelque chose qui relève d'une certaine forme d'utilité ou d'une certaine forme de réponse aux nécessités qui pouvaient être les miennes quand j'avais 17, 18, 19, 20 ans. Je vois que beaucoup de choses se forment à ce moment-là. Et en tant que jeune fille de l'immigration postcoloniale, comme je peux l'expliquer dans ce récit, la question scolaire était une question assez importante, assez centrale. Et l'écriture, assez naturellement, au regard de la place que prennent les écritures scolaires quand on est enfant puis adolescent, l'action d'écriture a pris une place importante, mais aussi parce que l'écriture c'est quelque chose d'assez paradoxal, au sens où en France c'est très, très fortement érigé comme une sorte d'art suprême, mais c'est aussi un art plus accessible que peuvent l'être d'autres formes d'expression artistique qui exigent des instruments, qui exigent des cours, qui exigent une maîtrise technique. Donc j'ai été, comme je le dis souvent, une jeune fille soucieuse de sortir dehors, mais aussi inquiète à l'idée d'être confrontée à ce dehors-là, qui est un dehors que nous connaissons tous et toutes, et qui est marqué par une certaine forme de violence, que cette violence soit intellectualisée, analysée, ou qu'elle soit simplement vécue de manière brutale et immédiate. Donc je tournais beaucoup autour de ces questions-là, je m'interrogeais beaucoup sur tout cela, et j'essayais de trouver du sens, un sens partageable aux différentes formes de sacrifice qui avaient accompagné la trajectoire, et comme encore une fois je le redis dans ce récit-là, était aussi principalement un sacrifice d'ordre parental. Ces récits ont donc traversé cette histoire, et j'ai essayé à chaque fois de résoudre quelque chose en me disant, après cet ouvrage-là, les choses seront plus résolues.
les choses n'étaient pas plus résolues au sortir du livre, mais j'avais gagné peut-être en lucidité, en radicalité, en quelque chose de cette manière. Alors nous allons nous intéresser à la question de la mise à jour de l'intime, à la manière dont elle est venue, cette mise à jour, les questions que vous vous êtes posées, les limites également, et puis peut-être les ressources aussi que vous avez sollicitées pour traverser cette intime. La question autobiographique, c'est une question qui m'intéressait depuis un certain temps. J'avais pour ma part commencé à écrire des récits de fiction. Le roman est un genre dominant et on y entre en tant qu'écrivain convaincu que c'est la forme la plus importante qui soit. Mais disons qu'à travers cette expérience de l'écriture romanesque, qui était une expérience que je définissais avec beaucoup d'assurance comme une écriture émancipatrice, comme une écriture de la progression, comme une écriture de l'ouverture. Progressivement, je me suis rendu compte que les choses, matériellement, ne se présentaient pas ainsi, et que mon statut d'écrivaine, qui était assez légitime à mes propres yeux, ne l'était pas forcément aux yeux des personnes qui m'entouraient et des personnes dont le travail était de produire des formes de jugement sur ce type de récit. Et j'ai donc été confrontée à des formes de situations, oui, parfois paradoxales, quand, en tant qu'écrivaine, je cherchais à affirmer une forme de singularité ou une forme de spécificité, et que je mobilisais le jeu, disant moi je pense, moi j'estime, moi je considère, etc. Les réponses qui pouvaient m'être faites étaient souvent des réponses qui pouvaient mobiliser non pas ma propre subjectivité, mais mobiliser une certaine forme de groupe d'appartenance imaginaire à mon moi je pense, ou moi je considère, ou moi j'estime. On pouvait me répondre mais vous les musulmans, mais vous les femmes arabes, mais vous les habitants des quartiers populaires. Et j'étais toujours dans une forme de décalage, en tout cas il y avait une forme de désajustement très fort entre le point, la situation qui était la mienne, et la difficulté en vérité à faire reconnaître l'individualité qui était constitutive de mon travail. Et cette difficulté à faire reconnaître une individualité, elle est absolument centrale dans le cadre des rapports qui régissent les populations minoritaires et les populations majoritaires. Elle est centrale aussi dans les processus de désubjectivation et dans les processus d'identification, qui sont souvent des processus d'identification qui réduisent ce que vous êtes à ce que vous semblez être. Donc, la question de l'apparence est absolument fondamentale, et on peut y entrer par la question du genre, par la question de la classe, mais aussi bien évidemment par la question de la race. Donc à partir d'une expérience apparemment anodine et apparemment simple, celle tout simplement d'être une jeune femme dans le champ littéraire français, c'est redéployer en fait des problématiques d'ordre général que j'aurais pu expérimenter à partir d'un ensemble infini d'espaces sociaux, mais je l'ai expérimenté à partir d'un espace où le symbolique, où la catégorie, où la valeur, où le jugement, où la qualification sont absolument fondamentaux. Et ça a, disons, exacerbé un certain nombre de choses. Et j'ai toujours été par la suite à la recherche de ce jeu, en fait. J'ai toujours été à la recherche de cette forme d'individualité. Et je crois que de manière très simple et très élémentaire, et avec des formes de sédimentation très profondes dans le temps de ma vie, mais aussi le temps qui précède ma vie, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant moi et avant nous. Tout cela a pris une forme, a ressemblé à quelque chose, a pris une forme qui était évidemment celle
d'un pouvoir qui s'exerce et d'une résistance qui est appelée à se faire connaître. Alors justement, dans ce livre, on traverse différents espaces sociaux. D'abord la famille, la place de vos parents, de vos grands-parents, les liens avec le pays d'origine, le Maroc. À quel moment de votre enfance, ou peut-être plus tard, vous percevez des ruptures, des tremblements entre les attentes de la société française et votre milieu d'origine? J'aurais du mal à spécifier un moment précis. Je pense que des expériences qui, au départ, étaient des expériences de vie obscures, se sont greffées à d'autres expériences de vie qui ont éclairé celles qui les précédaient et qui ont éclairé celles qui leur succédaient. Donc on est dans des formes plutôt progressives et plutôt processuelles, où l'accumulation d'indices ou l'accumulation de soupçons finissent au final par produire une sorte de faisceau d'indices assez probants sur le fait qu'il se passe quelque chose, sur le fait qu'il s'est passé quelque chose, sur le fait qu'il nous est arrivé quelque chose, et que cela constitue un nœud de tension à interroger et dont il est important de faire quelque chose et de dire quelque chose pour ne pas demeurer dans une simple situation où l'on subit. Donc c'était extrêmement important pour moi de replacer cette écriture et ce récit autobiographique dans une tentative de ne pas laisser les formes de pouvoir, les forces sociales, on peut les nommer de manière très différente, avoir le dernier mot en fait. Donc je crois qu'il y avait cette recherche-là qui était très forte, qui alimentait beaucoup de choses. Alors rentrons maintenant plus spécifiquement dans l'école avec un court extrait que nous propose Nora Mekmouche. Leur haine. La période de l'école primaire touchait peu à peu à sa fin. Hania commença alors à se demander vers où me déplacer. Une fois, je dis « Et le collège près de la maison ? Là où vont tous les autres enfants, le collège Victor Hugo ?» Hania me répondit que c'était bien trop dangereux. Les voyous, ajouta-t-elle, ils rentrent du collège, et il faut voir comment ils se comportent sur le chemin. Ils poussent des cris, ils se jettent les uns sur les autres. Et ce qu'ils font aux filles, ces garçons, ils les embêtent, ils les influencent. Et les filles après, c'est fini. Elles cessent d'être des filles bien. Le garçon arabe qui aurait pu faire du mal à sa fille arabe hantait ma mère. Car prise par des frayeurs toutes maternelles, soucieuse aussi de ma qualité, mon honneur, ma respectabilité, Hania se laissait à croire ce qu'elle entendait à longueur de journée, à la radio et à la télévision surtout, à propos de ces jeunes garçons que l'on disait saccageant et détruisant tout sur leur passage, ceux-là même que l'on dirait plus tard amateurs de tourmente. Hania, d'un coup, replongeait alors dans ses pensées. Elle se mettait à ressasser. J'imaginais ce que les instituteurs, le médecin, le patron, le banquier, l'assistante sociale lui avaient conseillé de faire. Ne scolarisez pas votre fille ici, madame, mais ailleurs, plus loin. Éloignez-la. J'attendais quelques instants, puis je revenais vers Hania. Je posais alors ma main sur la sienne. Elle se retournait, ouvrait sur moi ses grands yeux noirs. Hania, effrayée, souriant, j'aurais voulu lui parler et lui dire que ces garçons, je les côtoyais, je jouais avec eux. Je les aimais bien. Lui dire aussi que ce que lui conseillaient ces gens, m'éloigner de mon monde et des miens, trahissait de vrai la haine, leur haine des garçons arabes, des arabes tout court, et que c'était de ces gens qu'il fallait se méfier. Au fond d'elle, je sais que Hania le savait. Jamais au vrai elle n'avait été dupe de ces gens qui parlaient des nôtres. Ne laissez pas votre fille fréquenter ces jeunes. Nous révélait, sans le vouloir, ni même le savoir, ce qu'il pensait de nous. Mais je vous l'ai dit, Hania avait peur. Je le comprenais à ses yeux qui s'allumaient et s'éteignaient en un même regard. Telle était son expérience de mère arabe dans ce pays. Une expérience de la peur. Et cela d'autant plus fortement qu'à l'approche du moment où une décision relative à mon avenir devait être prise. Enfant, j'étais exposée à la peur de ma mère et j'ai eu peur à mon tour. C'est peut-être pour cela que je n'ai jamais rien osé dire à Hania, par peur d'aggraver la peur. Et ici, on avait envie de s'intéresser à la question de la peur, celle de Hania, et à la vôtre aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui ? Je crois qu'à cette époque-là, comme dans de nombreuses
familles des quartiers populaires et issus de l'immigration post-coloniale, la question des affects, la question des formes d'interprétation physique, corporelle, sensible du monde qui est vécu est centrale. Et le souvenir que je garde de cette période-là, le souvenir que je garde des moments partagés avec ma mère, sont, c'est vrai, des moments qui étaient traversés par une forme de peur, c'est-à-dire par le sentiment que quelque chose allait arriver et par la nécessité que l'on agisse de telle sorte que cette chose n'arrive jamais. Donc, au regard du caractère fusionnel, du sentiment d'abandon total que j'avais à l'égard de cette mère et que cette mère avait à mon propre égard, je crois qu'il y a une période où je ne savais plus les sentiments qui étaient les siens, les sentiments qui étaient les miens. Comme je le dis dans le récit, je ne savais plus qui était la mère, qui était la fille. Les choses étaient très confuses. Cette confusion, elle pourrait apparaître comme simplement une confusion affective, comme une confusion qui proviendrait d'une sensibilité qui nous serait simplement intime. Mais je crois que si on élargit un peu le spectre et si on pense en des termes peut-être un peu plus collectifs et si on fait entrer l'histoire et la profondeur du temps dans cette question-là, on se rend compte aussi que nous expérimentions un ordre familial qui n'était pas que familial, c'est-à-dire un ordre familial qui était bouleversé, qui était traversé, qui était reconfiguré par un ordre social plus général. La séparation entre le privé et le public était extrêmement mouvante, extrêmement poreuse. Des choses qui nous arrivaient dehors sont des choses qui continuaient à nous arriver quand nous étions à l'intérieur. Et il me semble qu'ici, la question du racisme occupe une place centrale. Je crois que chaque famille exposée au racisme tente de gérer le racisme subi, vécu, craint, anticipé d'une manière ou d'une autre avec les possibilités qui s'offrent. Dans le cadre des relations avec ma mère, avec mon père aussi d'une certaine manière, cette gestion était une gestion qui passait beaucoup par le silence, comme si finalement il était question de repousser au plus loin le moment fatal ou fatidique où ma mère n'allait plus pouvoir se mentir à elle-même et me mentir de la même manière à propos de cette violence-là. Donc nous vivions beaucoup de choses contradictoires, des choses illogiques, des choses qui n'avaient pas immédiatement de sens, des choses qui étaient insensées, des choses qui n'auraient pas dû exister. Mais c'est le propre de la condition minoritaire. Dans certaines vies, 1 plus 1, ça ne fait pas 2. Et c'était expérimenter ça en fait, c'était expérimenter cette forme de dualité, cette forme de complexité, et c'était tenter de tenir quelque chose qui se dérobait dès lors que l'on essayait de s'y attacher. Mais cette peur, évidemment, elle a aussi appelé, comme je le dis dans le livre, de la part de ma mère en particulier, des formes de résistance. Elle a été le stratège fondamental de mon existence. Elle a été celle qui a choisi et qui n'a pas que choisi par amour. Elle a aussi choisi par nécessité, elle a aussi choisi par intérêt, elle a aussi choisi par anticipation, des choses qui nous ont séparés, par exemple, des choses qui ont fait qu'une distance entre nous s'est installée. Dans ce travail-là, j'ai essayé d'être sensible à ça, j'ai essayé d'être sensible à la manière dont la famille est aussi un observatoire crucial des forces politiques qui nous balayent et que l'on essaie de balayer aussi à notre tour. Parmi les choix de Hania, justement, c'est ensuite le choix d'un collège privé catholique
Et puis cette avalanche de rapports de domination que vous décrivez, notamment dans les transports, est-ce que finalement ça a été ce passage au collège privé catholique qui vous a permis d'identifier tous ces rapports de domination, ou vous pensez que c'était seulement une suite d'un processus déjà bien entamé? La question de l'identification des rapports de domination, elle est plutôt tardive. Comme je dis parfois, on comprend, mais en vérité on comprend peut-être toujours avec une distance, avec un écart. Quand la chose vous arrive, vous êtes plutôt dans un état de stupéfaction, vous êtes plutôt dans un état d'ahurissement. Il faut un temps, il faut que du temps passe pour que le sens soit saisi et pour que ce sens puisse être intériorisé, accepté, et puis pour que vous puissiez par la suite agir et réagir et en faire quelque chose. Donc disons que ce passage au lycée catholique public, comme je dis parfois, ça a été pour moi une expérience étonnante parce que c'était un lycée qui était un collège qui était plutôt conservateur, un collège qui était plutôt strict, qu'il y avait quelque chose. D'ailleurs, souvent je le dis, et les gens sont toujours très étonnés parce qu'ils me disent mais le conservatisme, ce n'était pas dans votre famille, le conservatisme, ce n'était pas vos parents. Et je dis souvent, je dis non, mes parents étaient libéraux, nous étions une famille qui essayait de placer la liberté au centre. Ce n'était pas facile puisque tout était très limité et très contraint, matériellement parlant. Mais c'est évident que cette expérience du collège, ça a été une sorte d'entrée dans l'ordre scolaire, qui est aussi un ordre social. On présente souvent l'école comme un sanctuaire, mais l'école n'est absolument pas un sanctuaire. L'école est traversée par un certain nombre de rapports de domination. La domination la plus évidente, c'est la domination adulte. Vous avez affaire à des enfants qui doivent obéir à des personnes plus âgées qu'elles et qui font leur pouvoir sur le fait qu'elles savent et que les jeunes gens plus jeunes ne savent pas. Et puis s'y ajoute aussi tout ce qui régit les relations entre les filles et les garçons, entre les personnes des classes bourgeoises et les quelques personnes qui sont issues de fractions plus populaires. Et puis bien évidemment la question raciale qui ne se présente pas avec ce visage-là dans le cadre scolaire, qui se présente d'une manière plus euphémisée et peut-être plus subtile et sophistiquée, qui emprunte la grande voie de la culture. Donc j'ai pu, disons, dans ce collège-là, d'une certaine manière, expérimenter ce que chacun expérimente, la violence de l'école, les surveillants, les professeurs qui ordonnent, qui parfois vous mettent à la porte, qui parfois vous déplacent dans des endroits où vous ne devez parler à personne. Toutes ces choses-là, les cours de sport par exemple, dont on parle beaucoup et qui sont des véritables mises à l'épreuve physiques, du point de vue bien évidemment sportif, mais physique aussi, du point de vue de la nécessité de se conformer au regard de l'autre, avec tout ce que ça peut entraîner par la suite. On parle beaucoup aujourd'hui de la question du harcèlement, c'est une question absolument fondamentale et systémique. Et je crois que ça a été cette expérience-là qui a été pour moi une expérience très marquante. Je crois que lorsqu'on est un enfant sensible et qu'on se retrouve face à quelque chose qui est l'école, on ne peut en sortir qu'un peu plus blessé, qu'un peu plus déçu, qu'un peu plus en colère aussi. En tout cas, ça a été beaucoup, ça a été mon expérience. Mais ça a été aussi une expérience traversée par des rencontres amicales déterminantes. Ça a été aussi des rencontres qui ont forgé quelque chose d'un rapport à soi, mais dans des espaces beaucoup plus marginaux, beaucoup plus en retrait.
Et je crois que cette question de l'école, cette question de l'appartenance à des publics scolaires stigmatisés, et stigmatisés de manière d'autant plus perverse que le discours induit qu'ils sont stigmatisés pour leur bien, et que ce qui est évacué, c'est la question des conditions socio-économiques, et que tout est reporté sur la question des origines, ce qui permet de reculpabiliser la famille en explicitant que s'il y a un problème ou s'il y a échec scolaire, c'est parce que la famille est un problème, c'est parce que la famille ne parle pas la bonne langue, c'est parce que la famille ne se fait pas obéir de l'enfant, etc., etc. Donc l'échec scolaire n'est pas celui des élèves ou des familles. L'échec scolaire est celui de l'institution scolaire. C'est l'institution scolaire qui est en échec, c'est l'institution scolaire qui met en échec. On y retrouve aussi la figure du garçon arabe, qu'on retrouve aussi dans votre récit à travers Ahmed. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Ahmed et sur cette diabolisation du garçon arabe ? C'est une question qui est importante dès lors qu'on aborde les choses avec un point de vue intersectionnel, c'est-à-dire que l'on travaille à comprendre comment les formes de domination se codéterminent, se coproduisent, comment il existe une forme de coalition des dominations. La question de la féminité, la question des féminités est évidemment centrale, la question du sexisme et de sa rencontre avec le racisme l'est tout autant. Mais en tant que jeune fille, et dans le récit j'y consacre un certain nombre de pages, j'étais aussi sensible au devenir des garçons, des jeunes hommes qui parfois m'entouraient, que je pouvais connaître ou que j'avais simplement l'habitude de voir par la fenêtre de ma chambre. Et c'est évident qu'il y a autour de la figure du garçon arabe, le travail de Nasser Aghili Souleimas en est une preuve forte. Il existe autour de ce garçon arabe, autour de la figure de l'homme arabe, quelque chose aussi qui se joue de manière extrêmement forte et qui est en lien, qui travaille de manière relationnelle avec la figure de la jeune fille arabe, la figure de la femme arabe. Je crois que ça c'est quelque chose que l'on observe au quotidien, et c'est important de voir cela, c'est important de voir quelles sont les divisions sexuées qui font de la figure masculine arabe et ou musulmane. On pourrait revenir ici sur les termes qui se multiplient. Il existe autour de cette figure-là et de la figure de la femme arabe une nécessité d'un côté de tuer cette forme de masculinité et de sauver, entre guillemets, l'autre forme de féminité. Si je vais très très vite dans les formes de construction, de déviance qui existent. Et donc, je crois qu'il faut penser cela. Je crois qu'à partir du moment où on dit que quelque chose est à faire d'un point de vue féministe, du moment où on prône le féminisme, se pose forcément la question de ce que l'on fait du racisme. Je pense que les deux sont absolument inséparables. On ne peut pas, à mon sens, être féministe sans être antiraciste. On ne peut pas penser la question de l'antiracisme sans penser celle du féminisme. Donc les choses sont imbriquées ensemble. Dans la pratique, elles sont mêlées. Mais d'un point de vue théorique, nous pouvons les séquencer. Et je crois que la littérature permet cela aussi. Elle permet tout d'un coup de remettre en lumière et de reproposer, entre guillemets, des formes d'humanité, des formes d'humanisation à ce qui est sans cesse présenté comme non humain ou comme sous-humain. Et c'était cet objectif-là qui était le mien. Souvent on me dit que dans le livre il y a des formes d'hommage,
il y a des formes de témoignages d'amour, oui, c'est vrai, mais je crois que la question la plus importante, c'était surtout celle de l'humanité, en fait. C'était surtout celle de la reconstruction de figures monstrueuses comme des figures humaines, à visage humain et aimables au sens premier du terme. À notre recherche, en lieu et place des enveloppes brunes durant les derniers mois de cette année de terminale, sur ma table de travail étaient posées, là, maintenues ensemble par une agrafe, les photocopies de quelques pages d'un ouvrage. La double absence, des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré, du sociologue algérien Abdelmalek Sayad, que j'avais découvert au hasard de recherche à la bibliothèque municipale. Photocopies croisées, que je parcourais du regard, lisant moins les paragraphes de texte que les titres qui les annonçaient. La faute originelle et le mensonge collectif, une relation de domination, les torts de l'absent ou encore le poids des mots. Serait plus net qu'un texte ordinaire, pareil à de nombreux autres sur lesquels mes yeux seraient allés en glissant, le considérant à peine, l'oubliant déjà, mais ça aurait été compté sans cette prédisposition inscrite en moi de longue date à vouloir comprendre Hania et Mohamed, à espérer me comprendre moi-même, comprendre cette piété familiale qui nous liait les uns aux autres, cette communion magnifique et redoutable à la fois, à travers les moments les plus difficiles de l'existence minoritaire, nous donna le sentiment que bien que vivant chez les autres, entre nous, nous étions chez nous. Entre nous, nous étions chez nous. Qui est ce nous ? On voulait aussi savoir si finalement dans cette mise en écriture, il y avait eu des éloignements, des proximités avec ce nous dans le cadre de l'écriture. Oui, la question du nous, c'est une question extrêmement importante. Il y a plusieurs nous. Il y a le nous de la famille que nous formions, mais il y a aussi un nous qui est peut-être moins palpable et moins réel, mais que je crois malgré tout être un nous qui existe et qui serait celui d'une communauté. On parle beaucoup en France de pratiques communautaires, d'alimentation communautaire, de quartiers communautaires, de communautarisme, etc. Je crois qu'il y a dans ces formes d'accusation, dans ces formes de stigmatisation, la crainte que se forme un nous, justement, la crainte qu'une communauté apparaisse, et une communauté qui n'est pas liée par le sang, qui n'est pas liée par la couleur de peau, ou qui n'est pas liée par des éléments psychosomatiques, mais par des expériences communes, qui sont des expériences vécues collectivement, si bien que si vous me racontez, ou si je vous raconte une expérience liée au mépris de classe, ou au sexisme, ou au racisme, immédiatement nous nous comprendrons. Il y aura une forme, entre guillemets, de savoir partagé, implicite, qui sont des éléments extrêmement importants. D'ailleurs, dans les expériences communautaires, le fait de parler, le fait de se parler, le fait de se raconter, le fait de ressasser les récits, le fait d'essayer de comprendre, de se demander pourquoi, de demander aux autres pourquoi, tout cela participe énormément de cette tentative de comprendre ce qui nous arrive. Et ce nous-là, c'est un nous qui a de multiples visages, au sens propre comme au sens figuré, mais c'est aussi un nous qui se veut ici, qui se veut maintenant, qui se veut parfois confiant, même si les sources de confiance ne sont pas les plus riches, les plus... Il y a ça, disons, il y a cette aspiration à ce qu'un collectif se forme, même de manière éphémère, même de manière fragile, mais qu'à un moment donné, les formes de solitude ou les formes d'essolement dans laquelle la violence de la société française nous plonge, ce fameux moment où l'on rentre chez soi et où l'on ferme la porte et on essaie de comprendre ce qui s'est passé dans la journée et comment la journée de demain sera affrontée à nouveau, que cet instant-là
soit un instant éclaté, soit un instant d'où puisse provenir une forme solidaire, une forme de partage, une forme de... Et moi, j'allais dire me connaissant. Oui, me connaissant. Je sais que ce sont des choses que je cherche beaucoup à ça, je cherche beaucoup ça, je cherche beaucoup à ce que les choses soient faites selon ce principe-là du nombre, que nous soyons nombreux, que nous soyons nombreuses, et que nous ne soyons plus seuls. Votre découverte de Sayed nous amène à interroger plus largement votre rapport au savoir. Je vous cite : « Je ressentis le besoin de savoir, et ce savoir se devait d'être utile, pratique, efficace. Je fus alors portée à croire, dans ma jeunesse, que la théorie avait le pouvoir des baisers, des plantes et des prières. Je veux parler de ce pouvoir de guérir et de transformer. » Est-ce que le savoir était aussi la recherche d'une prise de soin individuelle et collective qui viendrait blesser des blessures, soit liées à l'histoire coloniale, soit liées à nos groupes d'appartenance, au rapport de domination que nous avons évoqué? Est-ce que vous avez considéré le savoir comme cela également? Disons qu'encore une fois, au moment où la chose est vécue, elle n'est pas aussi clairement présente à mon esprit. Mais c'est évident que le sentiment d'une forme d'égarement a certainement nourri un rapport particulier à la recherche et un rapport à la recherche qui était un rapport qui dépassait largement ce que la recherche pouvait proposer et produire, c'est-à-dire un rapport, comme je l'écris, comme vous venez de le dire, qui relève de la nécessité et qui se doivent d'être utiles, qui se doivent de n'être pas simplement faits pour la science, qui ne soient pas simplement faits pour la beauté du geste scientifique, mais qui débordent et qui atteignent nos propres vies, nos propres existences, notre rapport à soi et notre rapport au monde dans lequel nous sommes. Et la découverte de la sociologie, la découverte des travaux d'Abdelmalek Sayad ont été une manière de comprendre que la question n'était pas d'être un problème, mais d'être constitué comme problème, d'être identifié comme problème, un problème pour l'État, un problème pour l'école, un problème pour la caisse d'allocation familiale, un problème pour le patron et l'usine. En tout cas, il y avait une sorte de continuité comme ça, de difficulté qui semblait omniprésente. Et je crois que la découverte de la recherche, tout d'un coup, permet de rendre la violence, en fait, permet de dire je suis parfaite, nous sommes absolument parfaits. Le problème, l'imperfection, la difficulté, l'injustice réside de l'autre côté de la frontière, réside du côté, comme je le disais, des institutions et de l'ordre social au sein duquel nous sommes inscrits. Et ce geste-là, ce geste de renvoyer la balle, de renvoyer la violence, ou en tout cas de chercher à rendre la violence, quitte à déployer soi-même une forme de violence par la critique, par la déconstruction, par l'insatisfaction, par le fait de dire ce n'est pas assez, nous voulons plus de droits, plus de place, toujours plus de choses. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement libérateur, c'est quelque chose qui tout d'un coup vous permet enfin de vous asseoir, et de vous asseoir sur une chaise réelle et pas simplement sur les sièges éjectables que l'ordre social et racial nous propose, ou à chaque fois que vous bougez, ou vous bougez un peu trop, ou vous bougez un peu trop violemment, on appuie sur un bouton pour vous éjecter. Tout ce qui touche actuellement de remigration, tout cela indique à quel point il y a la nécessité de maintenir des populations dans une forme de précariat
absolue et continue. Et je crois que c'est extrêmement important de dire que nous sommes ici, que nous y resterons éternellement, que les minorités raciales ne changeront pas de pays, à tout le moins elles changeront ce pays-là. Et ça, je crois que c'est quelque chose, oui, que la recherche peut apporter, si tant est que la recherche est elle-même réinscrite dans un espace politique de production de soi, puisque ce que l'on recherche, c'est évidemment de ne plus être cet objet identifié, mais d'être un sujet actif, agissant, capable de critiquer et capable d'affirmer son insatisfaction et de considérer que cette insatisfaction doit être dépassée, qu'elle doit reposer sur des choses obtenues ou arrachées. Et je crois que ça, en tout cas, moi j'y crois beaucoup, ça produit de la joie, ça produit une forme de fierté. Il y a des affects de cet ordre-là qui tout d'un coup viennent donner sens et viennent soutenir cette activité qui, on le voit bien, n'est pas une simple activité d'existence, mais une activité où tous les jours il faut recommencer. On peut être épuisé par la répétition, mais en même temps, c'est le propre de l'existence minoritaire que de recommencer chaque matin à reproduire un sens nouveau. Mais ce sens nouveau, il me semble être tendu vers quelque chose d'extrêmement désirable. La question du désir, elle est très importante en politique et dans les arts en particulier. Il faut désirer. Et je crois que les populations minoritaires sont désirantes, ou en tout cas il faut tenter de maintenir ce désir-là en construisant des choses qui, parce qu'elles sont désirables, nous donnent la force de nous y rendre. Toujours dans cette idée de prise de soin, mais également dans cette idée de notre capacité finalement à créer les conditions d'une émancipation collective. Vous faites référence tout au long du récit au corps. Que nous disent ces corps de ce que nous éprouvons, mais aussi du processus de libération qu'ils mettent en œuvre? Oui, la question du corps, elle est extrêmement importante et le point de départ, il est très simple. C'est qu'il existe des territoires, il existe même une terre, la terre, sur laquelle vivent des corps qui sont indésirables. C'est extrêmement important parce que la question du biologique, même si par la suite elle a été reconfigurée à travers le prisme culturel, ce biologique-là, il garde sa force en fait, il garde de sa puissance. Lorsque vous avez des enfants qui sont nés en France de parents ou de grands-parents nés en Algérie ou ailleurs, et qu'on parle encore de 3e ou de 4e génération, ce qu'on dit surtout, c'est qu'il y a quelque chose dans le déplacement migratoire qui relève de l'héréditaire, qui relève d'une forme de biologie du déplacement, de biologie de l'exil. En tout cas, on cherche à biologiser les choses pour que l'écart social entre les populations natives et les populations non natives soit toujours le plus clair, le plus évident, le plus important, puisque le mal absolu serait que les distances entre les groupes sociaux se réduisent. Donc il faut maintenir de la distinction, il faut maintenir des formes de ségrégation, il faut maintenir des formes de hiérarchisation, d'éloignement, il faut créer à la fois à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle micro-locale, des formes d'apartheid, c'est-à-dire la construction de frontières qui ne sont pas franchissables. Et je crois que ça touche à la question fondamentale
du corps, parce que ce qui sous-tend cette question-là, c'est la question de la vie et de la mort, en fait. C'est la question de quels sont les corps qui peuvent s'épanouir, quels sont les corps qui peuvent jouir, quels sont les corps qui peuvent prendre du plaisir, et quels sont les corps qui, au contraire, doivent soit procurer du plaisir à d'autres corps, soit être dans une forme de survie perpétuelle. Et c'est cela qui fonde l'inégalité, en fait. C'est ça qui fonde les injustices, on pourrait dire, coloniales et postcoloniales. C'est qu'il y a des corps qui vivent d'autres corps. Il y a des mondes qui vivent d'autres mondes. Cela veut dire que pour que l'île occidentale vive bien, il faut que les îles occidentales vivent mal. Et cette condition, c'est-à-dire la condition que certains meurent pour que d'autres vivent, elle est omniprésente. Il suffit de tendre l'oreille. On parle de plus en plus de démographie, on parle de plus en plus de population surnuméraire. La France, qui se croit très éloignée de la Hongrie ou de la Pologne, commence de plus en plus à poser cette question-là. Nous avons des candidats aux élections présidentielles, ou pré-candidats aux élections présidentielles, qui vont s'informer sur cette question-là, qui vous parlent du taux de fécondité des femmes africaines, du taux de fécondité des femmes dans les quartiers populaires, qui tentent de lier la question écologique au fait que pour que la Terre redevienne une source de vie, il faut limiter le nombre de personnes habitant cette Terre-là. Cette question-là, c'est ni plus ni moins que la question du meurtre. Moi, je ne sais plus exactement comment la nommer autrement, mais il y a ça. Il y a des pulsions, il y a des aspirations, il y a des désirs à contrôler le nombre de corps qui habitent. Et comme je le dis souvent, il suffit de regarder ce qui se passe dans le cas des migrants. Nous en sommes maintenant à des pays, la France en l'occurrence, qui n'acceptent plus d'ouvrir ses ports, qui n'acceptent plus d'accueillir des bateaux sur lesquels vivent et survivent des personnes qui ont fui leur propre pays. Donc c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui n'a plus accès à la terre. Il y a une partie de la population qui ne peut plus mettre les pieds sur la terre et qui est condamnée à flotter à la surface de l'eau. Donc cette question des corps, pour moi, elle est vraiment absolument fondamentale. Ce n'est évidemment pas la seule grille de lecture pour comprendre ce qu'il se passe. Il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Mais je crois que c'est extrêmement important de dire à chaque fois que, évidemment, la question du corps, c'est la question de qui peut vivre et qui au contraire, doit mourir. Je garde tapis en moi cette impression lointaine et proche à la fois, que les mots ne suffisent guère à exprimer, mais ceux et celles qui l'ont ressenti, je le sais, me comprendront. L'impression d'avoir été, à cette époque-là, corps et esprit, prise dans l'excitation des colères et des révoltes qui viennent, qu'en est cette conviction, toute brûlante, que justice, la justice sous toutes ses formes, pourrait être obtenue par tous ceux et celles qui la réclament. C'est ce souvenir que j'ai, qui ne me quitte pas, un souvenir que j'aime. Un souvenir que j'aime, le souvenir d'avoir été aidé par Abdelmalek Sayad à tuer la honte pour toujours, au point de ne plus éprouver la honte, ni la honte d'avoir eu honte, éprouver simplement l'amour des miens et des miennes au cœur du grand monde qui est aussi le nôtre. Oui, en écrivant ce passage, j'avais à l'esprit tout ce qui a pu être dit de la honte, vécue notamment par les classes populaires, par les fractions populaires de l'immigration postcoloniale. Et disons que je crois que c'est important de faire de ce sentiment, non pas un sentiment romantique ou à entretenir d'une certaine manière, comme ça peut être fait
dans certains récits ou dans certains discours, mais au contraire de rappeler que ce sentiment est un sentiment politique et que c'est un sentiment, comme je le dis dans un autre passage, qui doit être combattu. Il y a des groupes minoritaires qui parfois défendaient l'idée qu'il fallait être fier de nos hontes, c'est-à-dire qu'il fallait, comme dans beaucoup de mouvements de libération et d'émancipation, reprendre à notre propre compte nos stigmates, ou en tout cas ceux par quoi nous avons été stigmatisés, et en faire une force. Je pense que c'est une piste qui est évidemment efficace et politiquement très riche. Et cette question-là de la honte, d'avoir honte de soi, moi, comme j'ai pu l'écrire dans d'autres textes, la honte doit changer de camp, mais elle doit aussi changer de corps. Ce sont les classes racistes, ce sont les classes pourvoyeuses de domination, ce sont les classes exploitantes qui n'ont honte de rien et qui pourtant sont celles qui devraient le plus être honteuses de ce qu'elles font ou de ce qu'elles disent ou de ce qu'elles entretiennent comme forme de vie ou d'existence. Donc encore une fois, c'est toujours cette logique du rendu en fait, de rendre tout ce qui nous est mis entre les bras, tout ce qui nous est déposé sur les épaules et qui n'a rien à faire là, qui a tout à faire de l'autre côté. Donc je pense que ces questions-là s'interrogent souvent sur les questions de légitimité, d'illégitimité, etc. Ce sont des questions, à mon sens, qu'il faut traiter d'un point de vue politique, en étant extrêmement rigoureux et en considérant véritablement que ce sont des non-questions, que ce sont des questions qui nous sont posées, mais les questions qui nous sont posées n'impliquent pas forcément de réponse de notre part. Il n'y a pas forcément nécessité de ratifier les questions qui sont posées selon une logique dominante et oppressive. Donc la question de la honte n'est pas ma question, c'est ce que j'essaie de dire dans ce passage-là. La question de la honte n'est pas ma question, elle est une non-question, elle est la question posée par l'extérieur, et je ne suis pas responsable de l'extérieur. L'extérieur est mon problème, mais l'extérieur n'est pas ce qui détermine ce sur quoi l'énergie doit être placée. Donc je pense qu'il faut être absolument radical sur cette question de la honte, de l'illégitimité, de la légitimité. Je sais que ça traverse beaucoup et que ça fait énormément de mal, l'action de l'autocensure, mais je crois qu'il faut être radical et dire que ce ne sont pas, en tout cas dans ma propre situation, ce ne sont plus mes questions. Il faut être bien au-delà. Je crois que maintenant nous avons suffisamment de choses pour dire que nous sommes bien au-delà de ces questions-là. Ensuite, après votre découverte de Saya, donc vous rentrez dans le monde universitaire et là vous retrouvez les vôtres sans jamais les avoir connus finalement, vous vous êtes reconnus. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Oui, ça a été un moment assez étonnant puisque ces jeunes filles et jeunes garçons dont j'avais été séparée à l'entrée du collège, puisqu'ils avaient été inscrits au collège de secteur et que j'avais été inscrite dans ce fameux collège privé catholique du centre-ville. Ce sont des jeunes filles et des jeunes garçons qui avaient grandi comme j'avais grandi et qui étaient désormais inscrits en première année sociologie à l'université de Strasbourg. Et j'étais très étonnée parce que je me disais, tiens, c'est étrange, on se retrouve maintenant. Ils ont fait une ligne droite, moi je suis passée par des détours et des retours, comme je l'écris. Mais au final, nous en sommes tous au même point, en fait. Au final, nous sommes tous là, dans cette université, inscrits dans une discipline qui a joué un rôle important dans ma vie, mais qui n'empêche demeure une discipline dominée. C'est une discipline dominée parmi les disciplines dominées. Donc nous étions dans une forme
de précarité. Il y avait quelque chose à cet endroit-là d'extrêmement fragile, du fait des positions importantes dans lesquelles d'autres personnes étaient placées, dans des classes préparatoires ou dans des écoles privées, etc. etc. Donc ça a été à la fois une forme d'étonnement. On se retrouve, et j'étais très heureuse de cette forme de retrouvailles. J'étais la seule à savoir que c'était des retrouvailles. Eux, je pense qu'ils ne le vivaient pas comme ça, puisque c'était plutôt ma construction fantasmatique qui projetait cela. Mais c'était aussi un moment où, évidemment, quelque chose d'un sentiment, d'un retour là où j'étais bien, de là où je suis partie, de là où je suis revenue, qui m'a accompagnée. Il y avait une sorte de camaraderie immédiate qui a pu se créer et qui a reproduit, qui a favorisé des formes de solidarité, des formes de compréhension, des formes d'empathie, de bienveillance qui sont extrêmement chères, qui sont extrêmement précieuses dans une existence. Donc ça a été un moment où les choses se sont plus ou moins remises en place. C'est à ce moment-là aussi où vous vivez l'épreuve de la race, finalement, vous interrogez beaucoup autour de la question du voile. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette situation et de la manière dont vous nous l'avez racontée et vécue? C'était l'année 2004, l'année 2005, c'est une année où ce sont des années où il se passe beaucoup de choses en France. Et quand je parlais de formes de solidarité et de formes de complicité qui nous liaient, qui liaient ce groupe d'amis, de camarades que nous formions, c'est aussi parce qu'il y avait un intérêt naissant chez nous par rapport à ce qu'il se passait d'un point de vue politique. C'est la période de la fameuse loi sur le voile, c'est tout cela qui tout d'un coup apparaît. Et nous étions des étudiants de première année, nous découvrions des disciplines, nous découvrions un vocabulaire, nous découvrions l'existence d'un potentiel critique. Et ce potentiel critique, il s'est avéré particulièrement utile pour comprendre ce qui se passait au sein de cette fameuse commission qui délibérait sur le sort et sur le destin des jeunes filles qui portaient le voile dans l'enceinte scolaire. Et même si nous étions à l'université, nous étions inquiètes. Je me souviens de cela. Je me souviens que nous achetions le journal, nous lisions des articles, on demandait aux professeurs qui nous entouraient de nous aider à comprendre davantage ce que tel article de loi allait pouvoir impliquer, si tel article de loi dans le futur allait pouvoir être élargi à d'autres sphères. Je crois que même si nous étions très jeunes, nous avions déjà eu, entre guillemets, une forme d'intuition. C'était un moment extrêmement important, au sens où cela a été une forme à la fois d'accélération et d'aggravation politique, et nous n'en sommes toujours pas revenus. Mais je dirais qu'il était question aussi de rupture biographique intime. Chacune à cette époque-là a été marquée par cela. Nos trajectoires respectives ont été touchées par cela. Certains sont devenus des militants, des militantes. Certains ont décidé de s'engager dans le monde associatif. Il y a eu tout d'un coup ces événements qui ont surgi dans notre vie et qui fait que nous n'avons pas forcément fait par la suite ce que nous aurions voulu faire, mais nous avons agi selon une certaine forme d'obligation, selon une certaine forme de nécessité, toujours la fameuse nécessité qui guide les groupes et les populations minoritaires. Ça a donc été un moment important de constitution d'une conscience et d'éveil à des questions qui nous concernaient et des questions à propos desquelles nous avons tous, à notre manière, souhaité dire quelque chose. Et je crois que c'est extrêmement important parce que beaucoup de choses viennent de là. Les années
2003-2004, comme les années 80, comme les années 70, portent en elles beaucoup de ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que pour vous, justement, les sciences sociales et la recherche telle que vous l'avez connue et telle que vous la connaissez encore, fait en sorte finalement de créer ce réceptacle politique pour accueillir cette parole-là, ces formes de revendication? La question académique et la question universitaire est une question extrêmement importante, au sens où c'est une institution en France notamment qui est construite sur des formes de croyances ou du moins de mythes, mais qui touchent en vérité à la construction du scientifique de manière plus globale, ou en tout cas il y a l'idée selon laquelle l'université est un espace plutôt progressiste, même si je n'aime pas vraiment cette expression progressiste, mais il y a quelque chose qui tend vers une certaine forme de progrès, l'idée de l'émancipation par le savoir, l'idée de la potentielle libération, et puis après tout, nous sommes dans le pays des Lumières, force à celui qui critique, force à celui qui trouve la possibilité de faire une critique de la critique, etc. etc. Mais je crois que c'est extrêmement important de dire que cette machinerie-là, cette entité-là, qui valorise, on pourrait dire, la créativité intellectuelle, est très inégalement distribuée selon que vous êtes un homme ou une femme, mais aussi bien évidemment très inégalement distribuée selon les propriétés de classe et de race qui sont les vôtres. Donc l'expérience que j'ai de l'université, c'est une expérience plutôt désenchantée, mais ce n'est pas grave du tout, parce qu'après désenchantement, il y a quelque chose de plus grand qui est la lucidité, qui est le fait de voir, et de voir clair, et de voir avec cette capacité, entre guillemets, de désembrumer les illusions et de les traverser. Donc, moi, je crois que je ne dois rien à l'université française. Je crois que je dois tout au fait d'avoir, à un moment donné, entrepris le travail de considérer que c'était aussi un espace critiquable, que c'était aussi un espace injuste, que c'était aussi un espace pourvoyeur d'injustice et d'inégalité. Et je crois qu'il est extrêmement important d'inverser cela. Ce sont les populations minoritaires, ce sont les groupes intellectuels minoritaires qui enrichissent la recherche française. Ce sont ces groupes-là qui permettent à la recherche française de se targuer, de servir à quelque chose, et non pas l'inverse, ni d'un point de vue symbolique, ni d'un point de vue matériel. A fortiori lorsqu'on voit quelles sont les politiques universitaires de destruction de l'université et de marchandisation néolibérale du savoir qui sont mises en place. Donc là-dessus, c'est vraiment quelque chose sur lequel moi je suis toujours très, très ferme. On engage souvent les chercheurs minoritaires dans des formes d'endettement, dans des formes des processus de gratification où il faudrait absolument qu'ils disent merci pour tout. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'absolument injuste, qui matériellement, encore une fois, ne se justifie pas, ne se prouve pas, n'est pas attesté. Et je pense que l'institution universitaire, comme l'institution scolaire, est quelque chose qu'il faut critiquer, et quelque chose qu'il faut vraiment remettre en cause, tout en disant que finalement ce n'est pas grave, puisque de toute façon, politiquement, il ne se passe pas grand-chose à l'université française. Donc, bon, que cette institution soit vacillante, ce n'est pas très important. Je me convainquais que la peine ressentie, née de l'effort d'écrire, serait bientôt balayée par ce formidable sentiment de revanche, et même de vengeance. Venger ma race, que l'acte d'écrire me permettrait d'accomplir. La magie opérant, mes croyances devenaient des certitudes. Il fallait écrire,
rendre compte de tout ce qui avait été vécu, dit, entendu, éprouvé, car ce n'est que pour cela que tout était arrivé, pour que j'en fasse état un jour, et que jamais rien de nous, comme nous existons, ne disparaisse. J'écrivis alors avec moins de plaisir que d'assiduité, de sérieux. L'acharnement que requérait le fait d'écrire, qui n'était jamais que la force de faire durer l'acte d'écrire, tandis que tout, et la honte en premier lieu, m'ordonnait de laisser cela aux autres, finit par transformer l'écriture en un travail. Cette tâche réalisée, non pour sa propre finalité, sa propre beauté, mais bien pour ce qu'elle permettait d'atteindre, d'obtenir, bien au-delà d'elle. Ça veut dire tout d'un coup considérer que vous êtes le centre du monde, que vous avez absolument raison d'être le centre du monde, que le monde ne peut pas finir puisque votre propre monde n'est pas encore advenu, et c'est être dans une forme de posture, je pourrais dire, vaillante et arrogante, qui est nécessaire. C'est très complexe parce que les postures minoritaires et l'existence minoritaire, par définition, elles sont toujours, on pourrait dire, en embuscade par rapport au pouvoir majoritaire qui, tout d'un coup, désire se faire entendre et désire se faire respecter. Mais c'est ainsi, c'est le paradoxe de cette existence-là. Les travaux féministes l'ont éprouvé de manière extrêmement forte. Pour ne plus être traitée en tant que femme, vous devez vous positionner en tant que femme. Donc il y a cette situation, entre guillemets, où le lieu de la domination peut potentiellement se confondre avec le lieu de l'émancipation et le lieu de la réappropriation de soi, c'est-à-dire le lieu aussi de conquête du pouvoir et de la constitution des groupes minoritaires comme groupes politiques susceptibles eux aussi de se faire entendre. Donc cette expression venger sa race, que vous trouverez aussi sous la plume d'Annie Ernaux, elle est fondamentale parce qu'encore une fois, moi je crois que ce serait une illusion que de vouloir dire que nous ne sommes pas porteurs de violence. Nous sommes porteurs de violence puisque cette violence a été insinuée en nous et en nos existences depuis un certain temps. Et cette violence, il faut lui donner une forme, cette violence, il faut lui donner un cadre, comme je dis souvent, ou comme j'essaie de me le dire certains matins, il faut que je trouve un chemin pour ma colère, il faut que ma colère puisse s'épanouir et produire à son tour d'autres choses. Donc cette question-là de la vengeance, de la violence, de la revanche, moi je les prends vraiment comme des moteurs extrêmement forts, extrêmement puissants. Je crois qu'il ne faut pas en avoir peur, il faut simplement se dire qu'elles sont là et qu'elles sont productives, qu'elles vous font avancer. C'est sûr que c'est toujours plus agréable d'être installé dans le wagon que d'être à la direction de la locomotive, mais bon, après tout, nous avons tellement expérimenté le fait d'être dirigé que tout d'un coup l'expérience de se diriger soi-même peut revêtir une certaine forme de vertige. Mais cette question-là de la vengeance, et puis la question de la vengeance de la race, et encore une fois, je le dis parce que c'est toujours important de le dire à un moment donné du débat, mais nous parlons bien de race au singulier. Il n'y a que les racistes, il n'y a que les imaginaires racistes qui parlent des races au pluriel. Ici, au singulier, nous sommes dans une construction sociale et historique et politique. Et donc, du coup, ça implique évidemment de se situer de ce côté-là aussi, d'où la violence surgit. Et je crois que la question de la justice, la question de la réparation, est extrêmement importante. Et on ne répare pas gratuitement ce qui a été cassé ou abîmé. Vous parlez de ce livre comme un point de rencontre des expériences minoritaires.
comment ça se traduit pour vous? Disons que je n'avais pas forcément de plaisir particulier à parler de moi ou à raconter ma vie ou à parler de mes parents, mais comme je le disais au début de cet entretien, arrivé à un certain moment de ma trajectoire, j'avais le sentiment que j'étais confrontée à beaucoup de murs et que peut-être que cet exercice de l'autobiographie, de l'écriture de soi, pouvait tout d'un coup faire surgir des miroirs. Je crois que la métaphore du miroir, elle peut être parlante et pertinente, et un miroir qui ne soit pas qu'individuel, mais un miroir qui soit collectif. Je crois en ça, je crois en le pouvoir des mots, au sens où je crois que ce que nous disons produit des effets. D'ailleurs, mon rapport à l'écriture est très centré sur cela, il n'est pas centré uniquement sur l'écriture ou sur la beauté d'écriture, il est très centré sur le fait que l'écriture doit avoir des conséquences. Et c'est ce qui est fascinant dans l'écriture, c'est que ça fait quelque chose. Les mots ne font pas que dire, ils font aussi, ils produisent des formes d'action, ils produisent des formes d'agir. Et cette question-là est pour moi extrêmement importante, parce que je crois qu'il nous arrive beaucoup de choses en commun, parce que nous sommes visés en tant que communauté, imaginée ou imaginaire, et que si nous aspirons à une forme de transformation sociale, si nous aspirons à des formes de révolution, si nous aspirons à abolir le genre, la classe, la race, le système hétérosexuel dans sa violence, si nous souhaitons détruire tout ce qui nous détruit, je crois qu'il est très important de le faire ensemble. Et moi, c'est souvent quelque chose que je dis toujours, personne ne passera entre les gouttes. Certains passeront entre les gouttes un petit temps, d'autres passeront entre les gouttes pendant plus longtemps, mais au final, nous serons tous sur le même bateau. C'est quelque chose auquel je crois vraiment profondément. Donc cela veut dire aussi que les choses doivent être construites de manière frontale, et c'est ce qui m'intéressait beaucoup dans l'exercice de l'autobiographie, c'était cette frontalité, c'était le fait tout d'un coup de pouvoir passer des personnages aux personnes, et pour moi les personnes sont plus importantes que les personnages. Je n'entretiens pas de relations spécifiques à la fiction, à l'imaginaire. J'estime que ce qui nous arrive au réel est 10 fois plus passionnant que ce que je pourrais imaginer, ou cette histoire que l'on pourrait me raconter. Et très important que cette frontalité soit aussi associée à quelque chose de massif. Donc je ne me fais absolument pas d'illusions sur le fait que ce n'est pas un livre qui tout d'un coup met 150 000 personnes dans la rue, mais les livres peuvent contribuer par la création d'un espace, et d'espaces qui peuvent parfois s'apparenter à des formes de tribunes. Une pression peut faire pression. La question de la pression est extrêmement importante. C'est extrêmement important de faire pression. C'est extrêmement important d'être parfois dans des formes de critique. Et la littérature, ou en tout cas la réflexion, je parle de littérature, mais on pourrait parler des articles aussi, on pourrait parler des tribunes, on pourrait parler des pamphlets, on pourrait parler des pétitions, on pourrait parler des tracts, on pourrait parler de plein de choses différentes. Tout ça compte parce que tout d'un coup, vous nommez les choses en fait. Des choses qui étaient innommables, des choses qui relevaient d'un imaginaire minoritaire que l'on renvoyait du côté du délire, ou que l'on renvoyait du côté du complotisme, ou du côté de l'exagération. Tout d'un coup, quand vous les nommez, elles existent. Tout d'un coup, dans le débat public, lorsque vous parlez de suprématie blanche, lorsque vous dites le mot race, lorsque vous dites le mot domination, lorsque vous dites révolution, lorsque vous employez tout ce vocable-là provoque quelque chose. Alors ça provoque quelque chose d'extrêmement violent, qui est ce que nous vivons actuellement, qui est une forme de réaction de la réaction de la réaction. Et ils n'en finissent plus de réagir en inventant leur propre vocable, islamo-gauchisme, wokisme, complotisme, communautarisme, etc. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là.
mais c'est nous qui possédons les mots, c'est nous qui possédons la vérité, la justice est de notre côté. Il faut avoir une foi absolue en cela, en tout cas c'est ma position très, très, très claire à ce niveau-là. Et je crois que ces textes-là, celui-là, mais inscrit dans une galaxie d'autres textes et contributions, cela peut permettre tout d'un coup d'enflammer le débat public. Et on a besoin d'enflammer le débat public parce que tout d'un coup, c'est un rapport de force qui se construit, c'est une domination qui s'éclaircit, et ensuite, à chacun et chacune de choisir ce pourquoi il veut lutter pour soi-même et pour ses propres enfants, qu'il en ait ou qu'il n'en ait pas. Les enfants sont tous nos enfants. Mais je vois que ça, c'est quelque chose de très important pour moi, en tout cas, d'où la nécessité aussi d'être dans des formes, comme je le disais, de collaboration, avec d'autres personnes qui sont plutôt du côté du militantisme politique, plutôt du côté du travail associatif, et d'essayer comme ça de dire qu'il faut tenter de construire quelque chose. Et la qualité, c'est aussi la quantité. La quantité, c'est une qualité. Je crois que c'est quelque chose de très important. Il me semble que dans la période que nous vivons, la seule chose qui peut, entre guillemets, nous aider, c'est la mobilisation de masse. C'est tout d'un coup le fait d'être nombreux et nombreuses, et nous sommes nombreux et nombreuses. Merci, Kauda. Merci.